243 000 mètres carrés de pierre, de verre et d'histoire, déployés sur la rive droite de la Seine. 8 siècles de chantiers ininterrompus, une silhouette de cristal plantée au cœur d'une cour impériale et plus de 10 millions de visiteurs chaque année franchissant son seuil. Quel secret permet à un édifice de traverser les siècles sans jamais cesser de se réinventer? Bonjour, je suis Victor Latour. Bienvenue dans ce nouveau récit consacré au Palais du Louvre. Pour comprendre ce monument, il faut descendre sous ses fondations, là où la pierre médiévale repose encore dans l'obscurité, bien loin de la splendeur que le monde entier contemple aujourd'hui. À plusieurs mètres sous la cour carrée du Louvre, dans une pénombre que la lumière du jour n'atteint jamais, des blocs de calcaire grossier forment un mur courbe. La maçonnerie est rude, épaisse, dépourvue de tout ornement. Des archéologues y braquent leurs lampes et reconnaissent la base d'une tour circulaire dont le diamètre avoisine 15 mètres. Ce vestige est tout ce qui subsiste du premier Louvre, une forteresse que 8 siècles de transformation ont ensevelie sous les couches successives du palais. La France de la fin du XIIe siècle vit sous la menace constante d'une incursion anglaise. Le duché de Normandie appartient à la couronne d'Angleterre, et Paris, qui s'étend désormais bien au-delà de l'île de la Cité, demeure presque sans défense sur son flanc occidental. En 1190, le roi Philippe Auguste, à la veille de son départ pour la troisième croisade, ordonne la construction d'une enceinte fortifiée autour de la capitale. Mais un mur ne suffit pas. Du côté où le danger menace, à l'ouest, il faut un verrou capable de résister à un assaut. Les ingénieurs du roi conçoivent alors un ouvrage d'un genre nouveau. Le plan est d'une rigueur géométrique remarquable. Un carré de muraille dont chaque côté mesure près de 80 mètres enserre une cour pavée. Des tours rondes renforcent le périmètre à intervalles réguliers. Au centre s'élève un donjon cylindrique de 30 mètres de hauteur, symbole de l'autorité royale. Cette forteresse n'est pas un simple poste de guet, elle constitue la pièce maîtresse du dispositif défensif de Paris, un bastion conçu pour impressionner autant que pour protéger. L'examen des pierres au microscope a révélé leur origine. Il s'agit d'un calcaire hétérogène, parsemé de fossiles marins, extraits des carrières du sud de Paris. Ce matériau, abondant et relativement facile à tailler, permettait d'approvisionner le chantier sans recourir à de longs transports. Les géologues ont également repéré, gravées dans la roche, de petites marques discrètes. Des croix, des triangles, des formes évoquant des cœurs. Ces signes ne relèvent ni du hasard, ni de la superstition. Chaque carrière taillait un bloc et y inscrivait sa marque personnelle afin de se faire rémunérer à la pièce. Un tel système comptable, appliqué dès le stade de l'extraction, témoigne d'une organisation rigoureuse, inhabituelle pour l'époque. Cette rigueur explique la rapidité stupéfiante du chantier. La forteresse sort de terre en une dizaine d'années seulement, un délai remarquablement court pour une construction de cette envergure au Moyen Âge. Les ouvriers travaillent selon un processus planifié, depuis la carrière jusqu'à la pose du dernier bloc. Chaque étape est pensée pour réduire les pertes de temps et de matériaux. Or, un détail singulier a longtemps intrigué les historiens. À travers tout le royaume, une vingtaine de forteresses reproduisent le même plan, les mêmes proportions, les mêmes tours rondes disposées aux angles d'un carré. Du château Le Dourdan à celui de Villeneuve-sur-Yonne, ces ouvrages semblent sortis du même atelier. On les appelle les châteaux philippiens, en hommage au souverain qui les inspira. Leur ressemblance avec le Louvre ne peut être fortuite. Elle pose une question fondamentale sur les méthodes de construction de cette époque. La réponse se trouve dans l'ambition même de Philippe Auguste. Pour la première fois en France, les ingénieurs royaux ne bâtissent pas un château unique, adapté à un terrain particulier. Ils élaborent un modèle reproductible, un plan standardisé que des maîtres maçons peuvent transporter d'un bout du royaume à l'autre. La géométrie simple du carré, la disposition symétrique des tours, les dimensions normalisées des murs, tout concourt à faciliter la réplication. Là où chaque seigneur féodal construisait selon l'inspiration du moment, Philippe Auguste impose une méthode, un savoir-faire transmissible. Le premier Louvre est donc bien davantage qu'une forteresse parisienne. Il est le prototype d'un système de défense nationale, le fruit d'une pensée qui préfère la rigueur du plan à l'improvisation du chantier. En cela, dès sa fondation, le Louvre porte en lui un trait qui ne le quittera jamais. Chaque époque y appliquera ce qu'elle considère comme la technique la plus avancée de son temps.
Mais en cette fin du XIIe siècle, la forteresse de Philippe Auguste occupe à peine le quart de l'actuelle cour carrée. Rien, dans ces murs austères, ne laisse deviner le palais colossal qui finira par recouvrir plus de 20 hectares au cœur de la capitale. En 1420, une colonne de soldats anglais franchit les portes de Paris sans rencontrer de résistance. La ville, épuisée par des décennies de guerre civile et de famine, a capitulé. Les troupes d'occupation s'installent dans le Louvre, où elles trouvent un palais désert, glacial, à demi abandonné. Les salles que le roi Charles VI a quittées dans un accès de démence résonnent désormais sous les bottes étrangères. Le Louvre, conçu pour protéger Paris contre l'Angleterre, est devenu le quartier général de l'ennemi qu'il devait repousser. Cette humiliation a des racines profondes. Depuis la fin du XIVe siècle, la forteresse de Philippe Auguste a cessé de remplir sa fonction militaire. En 1364, le roi Charles V a ordonné la construction d'une nouvelle enceinte autour de Paris, bien plus vaste que la précédente. Le mur englobant désormais le Louvre, la citadelle s'est retrouvée au cœur de la ville, privée de toute utilité défensive. Charles V a alors entrepris de la transformer. Il a fait percer des fenêtres dans les murailles aveugles, aménagé des jardins, multiplié les tourelles élégantes. La lumière a pénétré pour la première fois dans ces murs austères. Une enluminure célèbre, tirée des très riches heures du duc de Berry, montre le Louvre de cette époque sous l'aspect d'un château féerique, hérissé de tourelles et de girouettes, plus proche d'un décor de conte que d'un ouvrage militaire. Mais cette métamorphose n'a pas survécu à la folie de Charles VI et au désastre de la guerre de Cent Ans. Après le départ des Anglais, aucun souverain ne souhaite revenir dans ce palais marqué par l'occupation et le malheur. Pendant près d'un siècle, les rois de France préfèrent les châteaux lumineux du Val-de-Loire, leurs jardins et leur douceur de vivre. Le Louvre tombe dans un oubli presque complet. Les toitures se dégradent, les cours se remplissent de végétation sauvage, les salles se vident de leur mobilier. Ce qui avait été le symbole de la puissance royale n'est plus qu'une carcasse médiévale au milieu d'une capitale en pleine expansion. Il faut attendre 1527 pour qu'un souverain décide enfin de rompre avec cet abandon. François Ier, qui règne depuis 12 ans et réside habituellement dans le Val-de-Loire, annonce son intention de faire de Paris sa résidence principale et du Louvre le cœur de cette résidence. La décision est politique autant qu'architecturale. Le roi veut affirmer la centralité de la capitale dans un royaume en voie d'unification. Mais le vieux château médiéval, sombre et désuet, ne correspond en rien aux aspirations d'un monarque imprégné de culture italienne. François Ier pose alors un geste d'une audace symbolique considérable. En 1528, il ordonne la démolition du donjon de Philippe Auguste, cette tour massive de 30 mètres qui occupait le centre de la cour depuis plus de 3 siècles. Abattre le donjon, c'est rompre avec l'identité même du lieu. Le donjon incarnait la puissance féodale, la verticalité guerrière, l'autorité brute du seigneur sur ses terres. En le faisant disparaître, le roi signifie que le Louvre ne sera plus jamais un château fort. Il deviendra un palais urbain, ouvert sur la ville, conçu pour éblouir et non pour intimider. La reconstruction est confiée à Pierre Lescot, un architecte d'une inventivité rare, nourri des principes de la Renaissance italienne. Lescot entreprend de rebâtir l'aile occidentale du Louvre selon une esthétique radicalement nouvelle. Les façades qu'il dessine sont d'une élégance inédite en France. Des pilastres corinthiens rythment la pierre de taille, des frontons sculptés surmontent les fenêtres, des reliefs finement ciselés par le sculpteur Jean Goujon ornent chaque niveau. Le calcaire employé diffère lui aussi de la maçonnerie médiévale. Les géologues ont identifié, en partie basse, un calcaire parisien à grains fins, compact et résistant, choisi pour les zones exposées aux intempéries. Au-dessus, un calcaire plus tendre, extrait des carrières de l'Oise, à la teinte légèrement dorée et aux grains plus larges, constitue l'essentiel de la maçonnerie. Cette technique de construction, alternant pierre dure en soubassement et pierre tendre en élévation, deviendra une constante dans toute l'histoire architecturale du palais. Pourtant, à la mort de François Ier en 1547, le chantier est à peine ébauché. Lescot n'a bâti qu'une portion du rez-de-chaussée de l'aile ouest. C'est le fils du roi, Henri II, qui poursuivra l'œuvre paternelle et achèvera cette aile, dotant sa façade sur cour d'un décor sculpté
qui constitue un véritable portrait du souverain idéal. Le Louvre médiéval a disparu. À sa place se dresse un édifice d'un genre entièrement nouveau, un palais de la Renaissance française dont les dimensions restent pourtant modestes, à peine comparables à celles de l'ancienne forteresse. Rien ne laisse encore présager l'expansion colossale qui transformera cette élégante résidence en un ensemble architectural sans équivalent en Europe. Le 24 août 1572, le Louvre est pavoisé pour une noce royale. La reine-mère, Catherine de Médicis, a organisé le mariage de sa fille Marguerite avec Henri de Navarre, l'un des principaux chefs du parti protestant. L'union doit sceller la réconciliation entre catholiques et huguenots après 10 années de guerre de religion. Des centaines de gentilshommes protestants, venus de tout le royaume pour assister à la cérémonie, logent dans le palais et ses environs. 4 jours après la noce, une tentative d'assassinat contre l'amiral de Coligny, chef militaire des protestants, met le feu aux poudres. Le roi Charles IX ordonne l'élimination des meneurs huguenots hébergés au Louvre. En quelques heures, la tuerie échappe à tout contrôle et se répand dans les rues de Paris. Le massacre de la Saint-Barthélemy fera plus de 3000 victimes dans la capitale. Le palais de la Renaissance, conçu pour éblouir par sa beauté, se transforme en piège mortel. Cette nuit sanglante marque le Louvre d'une empreinte indélébile. Mais elle n'interrompt pas les chantiers. Bien avant le massacre, Catherine de Médicis avait lancé un projet qui allait redessiner la géographie du pouvoir parisien. En 1564, 5 ans après la mort accidentelle de son époux Henri II lors d'un tournoi, la reine décide de se faire construire sa propre résidence. Elle choisit un terrain situé à 500 mètres à l'ouest du Louvre, à l'emplacement d'anciens ateliers de fabrication de tuiles. Le lieu donnera son nom au nouveau palais, les Tuileries. Le projet est confié à Philibert Delorme, grand rival de Pierre Lescot. Delorme conçoit un édifice dont les jardins atteignent déjà des dimensions considérables et deviennent rapidement la promenade favorite des Parisiens. Mais les guerres de religion ralentissent les travaux. Le palais des Tuileries reste longtemps inachevé, séparé du Louvre par un quartier densément peuplé de ruelles, de maisons et de grands hôtels particuliers. 2 résidences royales coexistent ainsi à faible distance l'une de l'autre, sans lien physique entre elles. Paris possède 2 palais, mais pas de siège du pouvoir unifié. Il faudra attendre l'avènement d'Henri de Navarre pour que cette situation change. Celui-là même que Catherine de Médicis avait marié à sa fille dans les murs du Louvre, celui qui avait survécu au massacre de la Saint-Barthélemy en acceptant de se convertir au catholicisme, monte sur le trône en 1589 sous le nom d'Henri IV. Après des années de guerre civile, il pacifie le royaume et tourne son énergie vers un dessein architectural sans précédent. Henri IV veut réunir le Louvre et les Tuileries en un seul et même ensemble palatial, le plus vaste d'Europe. Ce projet, que l'histoire retiendra sous le nom de Grand Dessein, implique de relier 2 édifices distants d'1 demi-kilomètre en construisant une galerie monumentale le long de la Seine. L'ampleur de l'entreprise dépasse tout ce que la France a connu en matière de construction civile. Il faut exproprier des dizaines de propriétaires, raser des îlots entiers de maisons, déplacer des centaines d'habitants. Le roi ordonne l'édification d'une galerie longue de 460 mètres et large de 13, une dimension telle que, depuis l'une de ses extrémités, l'autre demeure invisible à l'œil nu. Les travaux avancent avec une détermination que rien ne semble pouvoir freiner. Henri IV fait simultanément achever la partie méridionale du palais des Tuileries, en prolongeant le bâtiment jusqu'au bord de la Seine par la construction du pavillon de Flore. Il fait également surélever d'un étage la petite galerie du Louvre, où il aménage ce que l'on appellera la Galerie du Roi, ancêtre de l'actuelle Galerie d'Apollon. Entre ce pavillon et cette galerie, la grande galerie du bord de l'eau prend forme, étirant son ruban de pierre sur la rive droite du fleuve. Pour la première fois, un souverain français ne se contente pas d'agrandir une résidence, il remodèle un quartier entier de sa capitale pour satisfaire une vision architecturale. Le 14 mai 1610, Henri IV quitte le Louvre en carrosse pour rendre visite à son ministre Sully, souffrant. Rue de la Ferronnerie, à quelques centaines de mètres du palais, un fanatique catholique nommé François Ravaillac bondit sur le marchepied de la voiture et poignarde le roi à 2 reprises. Henri IV meurt presque instantanément. Il avait 56 ans. Le grand dessein reste inachevé.
La grande galerie est construite, les deux palais sont reliés, mais l'immense cour qui devait les unir en un ensemble cohérent n'existe pas encore. Pourtant, ce projet ne disparaît pas avec son auteur. Il va au contraire devenir le fil conducteur de toute l'histoire architecturale du Louvre pour les 2 siècles et demi à venir. Chaque souverain, chaque régime, de Louis XIII à Napoléon III, reprendra cette ambition à son compte, s'efforçant de parachever ce que le roi assassiné avait imaginé. Le sang versé dans les murs du Louvre lors de la Saint-Barthélemy et le sang versé aux portes du palais lors de l'assassinat d'Henri IV n'ont pas éteint la volonté de grandeur attachée à ce lieu. Ils l'ont, paradoxalement, renforcé. Le grand dessein est devenu un héritage que nul ne pouvait ignorer, une promesse inscrite dans la pierre de la grande galerie et dans le vide béant de la cour inachevée. Vue de l'extérieur, la colonnade du Louvre semble taillée dans un seul bloc de pierre. 52 colonnes corinthiennes, hautes de près de 12 mètres, soutiennent un entablement massif sur une façade de 170 mètres de longueur. L'ensemble évoque un temple antique transposé au cœur de Paris, une architecture de pure minéralité où le calcaire paraît se suffire à lui-même. Or, lorsque l'on monte sur les toits du palais, dans des espaces interdits au public, un spectacle inattendu se révèle. Derrière la pierre, un réseau dense de barres et de crampons métalliques enserre les blocs comme un squelette d'acier dissimulé sous une peau de marbre. La colonnade, chef-d'œuvre du classicisme français, repose sur une supercherie d'ingénieurs. L'histoire de cette façade commence bien avant sa conception, dans les années qui suivent l'assassinat d'Henri IV. Son fils Louis XIII, monté sur le trône à l'âge de 8 ans, grandit sous la régence de sa mère, Marie de Médicis. En 1617, à 16 ans, le jeune roi prend brutalement le pouvoir en ordonnant l'assassinat de Concino Concini, le favori influent de sa mère, abattu sur le pont-levis même du Louvre. Ce geste violent inaugure un règne qui va relancer le grand dessein d'Henri IV. Louis XIII est le premier à s'attaquer à la partie la plus complexe du projet, le quadruplement de la cour du Louvre. La façade Renaissance de Pierre Lescot, que tout le monde considère comme un joyau, avait été conçue pour une cour de dimension modeste. L'agrandir impose de résoudre un dilemme délicat. L'architecte Jacques Lemercier choisit la solution la plus audacieuse. Il duplique la façade de Lescot en la prolongeant symétriquement, puis crée entre l'ancienne et la nouvelle un grand pavillon surmonté d'un dôme. Ce pavillon monumental, trait d'union entre deux époques, établit un type architectural qui exercera une influence considérable sur les palais français des siècles suivants. Certains historiens y voient un substitut symbolique du donjon médiéval disparu, une manière de restituer au Louvre sa verticalité perdue. Après la mort de Louis XIII, la France traverse plusieurs années de troubles. Le jeune Louis XIV, encore enfant, doit fuir le Louvre avec sa mère, la régente Anne d'Autriche, face à la révolte d'une partie de la noblesse. La paix revenue, le souverain regagne le palais et son ministre Colbert ordonne la reprise des travaux. Pour Colbert, une politique de grands chantiers est le meilleur moyen d'affirmer la puissance de la nation. Il commence par faire aménager des appartements d'été pour la reine-mère au rez-de-chaussée de la Petite Galerie, où l'artiste baroque italien Giovanni Romanelli peint un ensemble de fresques encore visibles aujourd'hui. En février 1661, un incendie détruit la galerie aménagée à l'étage supérieur sous Henri IV. Le désastre entraîne la création d'un nouveau décor, la galerie d'Apollon. Pour la première fois, le jeune Louis XIV y est associé à la thématique solaire qui deviendra l'emblème de son règne. Cette cosmogonie céleste, peinte sur les voûtes, reflète un idéal de grandeur absolue. Mais, même réaménagé, le vieux Louvre ne suffit plus à l'ambition du roi. Le palais doit rayonner de sa toute-puissance. L'architecte royal Louis le Vau est chargé de démolir les restes du Louvre médiéval et de terminer la cour carrée. Il transforme également le palais des Tuileries en doublant la largeur de ses ailes, tandis qu'André Le Nôtre remodèle intégralement les jardins. Reste l'enjeu majeur, le quatrième côté de la cour carrée, l'aile orientale. Cette façade donne sur la ville. Elle doit devenir l'entrée principale du palais, la vitrine de la monarchie française face au monde. Sa conception déclenche une bataille d'architectes d'une intensité rare.
Plusieurs projets rivalisent, dont celui du célèbre Bernin, convoqué spécialement de Rome. Aucun ne s'impose seul. La solution retenue sera une œuvre de consensus, née du dialogue entre trois personnalités que tout distingue. Louis Levaux apporte sa maîtrise de l'espace monumental, Charles Lebrun, sa science du grand décor, et Claude Perrault, médecin de formation devenu théoricien de l'architecture, sa rigueur intellectuelle. De cette collaboration improbable naît la colonnade, un chef-d'œuvre que nul artiste isolé n'aurait pu concevoir. La construction pose des défis techniques considérables. Les colonnes, constituées de tambours de pierre empilés, doivent supporter un entablement dont la masse exerce des forces latérales que le calcaire, excellent en compression, ne peut absorber en traction. Les ingénieurs trouvent une solution sans précédent pour l'époque. Ils bâtissent un squelette de fer à l'intérieur même de la maçonnerie, des barres et des agrafes métalliques qui relient les blocs entre eux et confèrent à l'ensemble une résistance que la pierre seule ne possède pas. Depuis la rue, rien ne trahit cette armature invisible. Le visiteur ne voit qu'une façade de pierre pure dans la tradition antique. La colonnade est en réalité un hybride, un ouvrage mi-pierre, mi-métal, précurseur lointain des structures mixtes du XIXe siècle. Mais Louis XIV se lasse de Paris. Le domaine de Versailles, acquis par son père, lui semble davantage à la mesure de ses ambitions démesurées. En 1678, le roi Soleil annonce le transfert du gouvernement à Versailles, où des travaux pharaoniques sont en cours. Peu après, il s'y installe définitivement, abandonnant un Louvre toujours inachevé. La colonnade, cette prouesse d'ingénierie destinée à glorifier le souverain, fait désormais face à une ville que le roi a quittée. Le palais entre dans un long crépuscule, ses cours livrées au vide et au silence, ses murs portant un secret de métal que personne, pendant des siècles, ne songera à vérifier. Dans la cour carrée du Louvre, au milieu du XVIIIe siècle, des marchands ambulants dressent leurs étals entre les colonnes inachevées. Des baraques en bois s'adossent aux façades de Pierre Lescot. Des poêles à charbon fument dans les ateliers que des peintres et des sculpteurs ont installés dans les ailes laissées à l'abandon, cloisonnant les vastes salles à l'aide de cloisons de fortune, sans se soucier du risque d'incendie. Le palais des rois de France, déserté par la cour depuis le départ pour Versailles, ressemble davantage à un campement qu'à une résidence souveraine. Ce spectacle de décrépitude semble condamner le Louvre à un déclin irréversible. Pourtant, c'est précisément de ce chaos que naîtra l'idée qui transformera le palais en l'institution que le monde entier connaît aujourd'hui. Le vide laissé par Louis XIV a été comblé par une population inattendue. Les académies royales, celles de peinture et de sculpture, celles des sciences, l'Académie française, ont occupé les appartements abandonnés. Des artistes primés y ont obtenu le privilège de loger et de travailler. Des ateliers et des logements se sont multipliés dans les parties de la cour carrée restées inachevées, transformant le palais en une sorte de cité des arts aussi foisonnante que désordonnée. Les quartiers environnants, qui avaient connu leur heure de gloire sous Henri IV et Louis XIII, avec leurs hôtels particuliers côté cour et côté jardin, tombent progressivement en ruine depuis que la cour a déménagé. En 1699, Louis XIV autorise l'Académie royale de peinture à exposer les œuvres de ses artistes dans la Grande Galerie du Louvre. L'événement se répète les années suivantes et, à partir de 1725, il se tient dans le salon carré du palais. C'est de cette salle que naît le mot « salon » pour désigner une exposition d'art, un terme qui s'imposera dans toutes les langues européennes. Chaque année, des milliers de visiteurs affluent au Louvre pour découvrir les dernières créations des peintres et des sculpteurs français. Le palais délaissé par le pouvoir politique devient, presque malgré lui, le grand musée d'art contemporain de l'Europe du XVIIIe siècle. Parmi les visiteurs les plus assidus du Salon Carré figure le philosophe Denis Diderot. Ses comptes rendus minutieux des expositions, publiés dans la correspondance littéraire de Grimm, font de lui un pionnier de la critique d'art. Diderot ne se contente pas de commenter les tableaux. Il forge un langage nouveau pour parler de la peinture. Une écriture qui mêle l'analyse formelle à l'émotion personnelle. Et c'est ce même Diderot qui, avec les autres encyclopédistes, va formuler l'idée qui changera le destin du Louvre. En 1765, les philosophes des Lumières réclament publiquement la transformation du palais en musée. Les collections royales, affirme-t-il, n'appartiennent pas au roi seul. Elles doivent être rendues accessibles à tous.
pour l'éducation du peuple et la formation des artistes. Le projet met du temps à mûrir. Les autorités royales commencent par réagir au désordre le plus visible. Les bâtiments de la cour carrée sont mis hors d'eau, les dernières bâtisses parasites qui encombraient la cour sont détruites. Le roi Louis XVI finit par accepter l'idée de rendre les collections royales accessibles au public. Le projet d'un muséum prend forme dans les dernières années de l'Ancien Régime, porté par la conviction que l'art universel doit servir à la formation de tous, et non au seul plaisir des privilégiés. Cette prétention à l'universalité, née au cœur du siècle des Lumières, deviendra l'un des fondements idéologiques du futur musée. La Révolution française, qui éclate en 1789, accélère brutalement le processus. Le 6 mai 1791, un décret crée le Muséum central des arts de la République. Son inauguration a lieu le 10 août 1793 dans la Grande Galerie du Louvre, date anniversaire de la chute de la monarchie. Pour la première fois, les Parisiens peuvent admirer librement un choix de peintures issues des collections royales. Le premier règlement de visite témoigne de l'extraordinaire nouveauté de l'événement. Il recommande d'éloigner les chiens du musée, de tenir les enfants par la main pour éviter qu'ils ne renversent les statues et de veiller à ce que les personnes en état d'ébriété ne s'approchent pas des œuvres. L'administration du musée ne sait tout simplement pas comment ce public entièrement nouveau va se comporter face à l'art. Les visiteurs viennent de toute l'Europe. Le Palais des Rois de France n'a jamais été ouvert de la sorte à autant de monde. Des chefs-d'œuvre que personne, en dehors de la cour, n'avait jamais pu contempler sont désormais accrochés dans la Grande Galerie. Les collections s'enrichissent rapidement grâce aux œuvres saisies aux aristocrates émigrés et au clergé. Le Louvre, ce palais que l'on croyait condamné à la décrépitude, renaît sous une forme que nul n'avait imaginée. Le désordre qui régnait dans ses murs depuis un siècle, la présence des artistes et des académies, les expositions du Salon Carré, les idées des philosophes, tout convergeait vers cette métamorphose. L'abandon par le pouvoir royal avait créé un vide, et ce vide s'était rempli d'art, de pensée et d'un idéal nouveau. Le palais sans roi était devenu le palais de tous. En avril 1810, un cortège nuptial s'ébranle depuis le palais des Tuileries. Napoléon, empereur des Français, épouse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. La cérémonie ne peut se tenir à Notre-Dame car l'Église catholique voit d'un mauvais œil le remariage d'un homme divorcé. Le Salon Carré du Louvre a donc été transformé en chapelle pour l'occasion. La procession traverse les 430 mètres de la Grande Galerie où les plus extraordinaires chefs-d'œuvre de la peinture européenne sont accrochés au mur. Des tableaux prélevés au Vatican, dans les palais de Venise, de Florence, d'Anvers et de Madrid servent de décor au cortège impérial. L'empereur et la nouvelle impératrice défilent au milieu d'un résumé de l'histoire universelle de l'art, un butin conquis par les armes et exposé comme preuve de la suprématie française. Ce musée, que Napoléon traverse en triomphe, est le fruit d'une entreprise systématique et sans précédent. Dès les premières campagnes de la Révolution, les armées françaises avaient saisi des œuvres d'art dans les territoires conquis. Mais c'est sous le Consulat, puis l'Empire, que le pillage atteint une échelle industrielle. En 1802, Napoléon confie la direction du musée à Vivant Denon, un diplomate, dessinateur et aventurier d'une énergie infatigable. Denon suit personnellement les armées napoléoniennes à travers l'Europe. Dans chaque pays conquis, il sélectionne les œuvres les plus remarquables et organise leur transfert vers Paris. Ses contemporains forgeront pour le décrire la formule d'Aquila Rapax, l'aigle rapace. Sous sa direction, les collections du Louvre connaissent un accroissement exponentiel, en particulier dans le domaine des antiques. Denon ne se contente pas d'accumuler des trésors. Il conçoit un véritable programme muséographique. Les œuvres sont classées par école et par époque, accrochées selon un parcours chronologique qui raconte l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. La Grande Galerie, avec ses 430 mètres de longueur, devient l'épine dorsale de cette narration visuelle. Denon veut créer le musée idéal, un lieu où l'on pourrait embrasser d'un seul regard la totalité du génie humain. Le muséum, rebaptisé Musée Napoléon, est rapidement à l'étroit. L'empereur ordonne à ses architectes, Charles Percier et Pierre Fontaine,
d'agrandir le palais en construisant une aile au nord pour relier le Louvre aux Tuileries par un second passage. L'entrée des Tuileries est marquée par un petit arc de triomphe, l'arc du Carrousel, l'un des rares vestiges de cette époque qui subsistent aujourd'hui dans leur emplacement d'origine. Napoléon investit le Louvre d'une fonction politique autant que culturelle. Le musée doit prouver au monde que Paris est la nouvelle Rome, la capitale d'un empire qui a su rassembler les plus hauts accomplissements de la civilisation. Les Tuileries, où l'empereur installe sa cour et son gouvernement, deviennent le centre névralgique du pouvoir. Napoléon les aménage avec une magnificence calculée, renouant délibérément avec les fastes de la monarchie. Le Louvre et les Tuileries forment un ensemble indissociable, la grande galerie servant à la fois de corridor entre les deux palais et de vitrine de la grandeur impériale. Le 18 juillet 1815, l'aventure napoléonienne s'achève. La défaite de Waterloo provoque la chute de l'Empire et ouvre une période de règlement de comptes. Les nations européennes victorieuses exigent la restitution immédiate de toutes les œuvres saisies par les armées françaises. Des convois entiers quittent Paris en sens inverse, ramenant vers Rome, Venise, Berlin, Bruxelles et Madrid les tableaux et les sculptures que Denon avait si méthodiquement rassemblés. Les salles du Louvre se vident à une vitesse consternante. Les noces de Cana de Véronèse, jugées trop volumineuses pour être transportées sans risque, constituent l'une des rares exceptions à cette restitution massive. Le musée qui avait incarné l'ambition universaliste de l'Empire se retrouve brutalement démantelé. Ses portes ferment provisoirement. Ce moment de dépouillement aurait pu être fatal. Un musée né du pillage, privé de l'essentiel de ses collections par les vainqueurs, semblait condamné à n'être plus qu'une coquille vide. Pourtant, l'idée qui sous-tendait l'entreprise a survécu à l'effondrement du régime qu'il avait porté. Denon avait démontré qu'un musée pouvait être bien plus qu'un cabinet de curiosités ou un garde-meuble royal. Il avait inventé un espace pédagogique et narratif, un lieu capable de donner sens à des milliers d'objets en les organisant selon une logique historique. Cette vision d'un musée universel, accessible à tous et ordonné par la raison, ne disparaît pas avec les convois de restitution. Elle s'enracine dans les murs du Louvre et dans la conscience collective française. Sous la Restauration, Louis XVIII entreprendra la reconstitution patiente des collections grâce à des acquisitions et à la générosité de donateurs. Le musée renaîtra, non plus comme un trophée de guerre, mais comme une institution culturelle fondée sur un projet que l'Europe entière finira par imiter. En 1821, sur l'île de Mélos, dans la mer Égée, un paysan creuse son champ et heurte de sa bêche un bloc de marbre enfoui. En dégageant la terre, il découvre une statue féminine d'une beauté saisissante, brisée en 2 morceaux, privée de ses bras. Un officier de la marine française, présent dans les eaux grecques, alerte l'ambassadeur de France à Constantinople. Après des négociations serrées avec les autorités ottomanes, la statue est acquise et expédiée vers Paris. Elle entre au Louvre, où elle reçoit le nom de Vénus de Milo. Cette figure de marbre, sortie d'un champ par hasard, deviendra l'une des œuvres les plus contemplées de l'histoire de l'art, une icône dont le mystère tient précisément à ce qui lui manque. L'arrivée de la Vénus marque le début d'une période de reconstruction patiente pour un musée encore meurtri par les restitutions de 1815. Louis XVIII, puis Charles X, investissent dans de nouvelles acquisitions. En 1826, un jeune savant, auréolé d'une gloire récente, franchit à son tour les portes du Louvre. Jean-François Champollion, premier déchiffreur des hiéroglyphes égyptiens, est nommé conservateur et entreprend de rassembler la première collection égyptienne du musée. Sa pièce maîtresse est un sphinx imposant en granit rose que les visiteurs de l'époque admirent comme un rêve d'exotisme absolu. Le Louvre ne se contente plus de conserver l'art européen. Il s'ouvre aux civilisations lointaines, posant les bases de sa vocation encyclopédique. Mais la France du XIXe siècle est un pays de soubresauts. En juillet 1830, une nouvelle révolution éclate. Pendant 3 journées de combats acharnés dans les rues de Paris, le Louvre et les Tuileries se retrouvent au cœur des affrontements. On se bat et on enterre les morts au pied de la colonnade. Une partie de la collection égyptienne, si patiemment constituée par Champollion, est pillée. Le palais-musée, censé incarner la pérennité de la culture,
subit de plein fouet la violence politique qui secoue le pays. 18 années plus tard, en février 1848, une nouvelle insurrection renverse la monarchie de Juillet. La Seconde République est proclamée et le Louvre change de nom. Il devient le Palais du Peuple. À la tribune de l'Assemblée, un jeune député propose d'y installer l'Institut de France afin de faire siéger, selon ses propres termes, le Sénat des intelligences au milieu des produits de l'esprit humain. Le Louvre, de révolution en révolution, se charge d'une dimension symbolique qui dépasse sa fonction muséale. Chaque régime voit en lui un miroir de sa propre légitimité. Cette quête de légitimité prend une ampleur colossale sous Napoléon III. Devenu empereur en 1851, le neveu de Napoléon décide d'achever enfin le grand dessein d'Henri IV, inachevé depuis 2 siècles et demi. Le chantier est confié aux architectes Louis Visconti, puis Hector Le Fuel. Son ampleur dépasse tout ce que le Louvre a connu. Il faut démolir un quartier entier, situé entre le palais et les Tuileries, des centaines de maisons, des rues entières disparaissent pour laisser place aux nouvelles ailes. L'aile Richelieu s'élève au nord, face à la rue de Rivoli. L'aile Denon se déploie au sud, symétrique de la première. Entre les deux prend forme la cour Napoléon, vaste espace rectangulaire qui donne au palais sa physionomie actuelle. La pression est extrême. Napoléon III exige que le gros œuvre soit terminé pour l'exposition universelle de 1855. Les ouvriers travaillent le dimanche, après avoir obtenu une dérogation de l'archevêché de Paris. On leur refuse l'accès à une cantine afin qu'ils ne quittent pas le chantier et mangent sur place. Pendant les périodes les plus intenses, le travail se poursuit la nuit, sous ce qui semble être l'un des premiers éclairages électriques utilisés sur un chantier de construction en France. La maçonnerie et les couvertures doivent être achevées à temps, coûte que coûte. Entre 1854 et 1857, un palais entièrement nouveau se dresse, couvert d'une décoration sculptée d'une richesse surabondante. Des dizaines de sculpteurs travaillent simultanément sur les façades, produisant des statues, des reliefs, des tympans, des cariatides en quantité prodigieuse. Le Louvre atteint enfin les dimensions rêvées par Henri IV. 2 siècles et demi après l'assassinat de la rue de la Ferronnerie, le grand dessein est accompli. Le musée, qui avait perdu ses collections après Waterloo, subit 2 révolutions, vu sa collection égyptienne pillée et ses murs criblés de balles, s'est non seulement relevé, mais a conquis une envergure sans précédent. Chaque crise avait paradoxalement renforcé l'attachement des régimes successifs à ce lieu. Monarchie constitutionnelle, république, empire, tous avaient vu dans l'achèvement du Louvre un acte fondateur de leur propre autorité. La Vénus de Milo, trouvée dans un champ grec, trônait désormais au cœur d'un palais dont la superficie avait été multipliée par 20 depuis la forteresse de Philippe Auguste. Le 21 août 1911, un peintre se présente au Louvre pour réaliser une copie dans le Salon Carré. Il s'installe face au mur où devrait se trouver la Joconde de Léonard de Vinci. Le mur est vide. 4 crochets de fer pendent sur la simèse nue. Le peintre s'en étonne auprès d'un gardien, qui suppose que le tableau est à l'atelier de photographie. Les heures passent. Ce n'est que le lendemain, en début d'après-midi, soit plus de 24 heures après la disparition, qu'un conservateur déclare officiellement le vol au parquet de Paris. Le tableau le plus célèbre du monde a été décroché et emporté sans que personne ne s'en aperçoive. Ce vol retentissant est le symptôme d'un malaise plus profond qui couve depuis des décennies. 40 ans plus tôt, un désastre d'une autre nature avait déjà révélé la fragilité du Louvre. En 1870, la guerre contre la Prusse provoque la chute de Napoléon III. Le gouvernement s'exile à Versailles, mais le peuple parisien refuse la capitulation. La Commune de Paris éclate au printemps de 1871. Assiégée par l'armée versaillaise, la capitale sombre dans une violence extrême. Avant d'être vaincue, les insurgés incendient plusieurs édifices symboliques du pouvoir, dont le palais des Tuileries. Le feu dévore les Tuileries pendant plusieurs jours. L'analyse des fragments de pierre conservés dans les réserves du Louvre témoigne encore de la férocité de l'incendie. Le calcaire s'est fendu, écaillé, rongé par des températures si élevées que, même après l'extinction des flammes, il reste impossible de s'approcher des ruines pendant de longues heures. Le palais, qui avait été la résidence de Catherine de Médicis, de Napoléon, de tous les souverains depuis Henri IV, n'est plus qu'un squelette noirci.
Les ruines demeureront en l'état pendant plus de 10 ans, au cœur de débats politiques passionnés. Faut-il reconstruire ou raser définitivement le symbole du pouvoir monarchique et impérial? La Troisième République tranche en faveur de la destruction. Ce geste est un acte politique délibéré, une sorte de condamnation de la mémoire, destinée à effacer le souvenir de l'Ancien Régime. La disparition des Tuileries transforme radicalement la physionomie du Louvre. Tant que le palais existait, il fermait la perspective occidentale entre les deux ailes du Louvre. Sa démolition ouvre soudainement une vue que les architectes n'avaient jamais prévue. Depuis la cour Napoléon, le regard file désormais vers l'ouest, traversant le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, les Champs-Élysées, jusqu'à l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Cette perspective de près de 8 kilomètres, devenue l'une des plus célèbres de Paris, est un accident de l'histoire, né d'un incendie et d'une décision de démolition. Or, les images satellites révèlent une anomalie troublante. L'axe de cette perspective ne correspond pas à l'axe du Louvre. Un décalage de 6 degrés sépare les deux orientations. Les ailes du palais ne sont pas parallèles entre elles. La grande galerie, bâtie le long de la Seine, suit la courbe du fleuve, tandis que l'aile Richelieu au nord épouse le tracé des rues parisiennes. Les architectes du XIXe siècle, conscients de cette divergence, ont eu recours à une ingénieuse illusion d'optique. Les cours situées du côté de la Seine possèdent une forme parfaitement rectangulaire, tandis que celles comprises entre l'aile nord et la pyramide adoptent discrètement une forme trapézoïdale. Cette distorsion calculée corrige visuellement la non-parallélité des ailes. Un visiteur debout au centre de la cour, Napoléon perçoit un ensemble harmonieux et symétrique, sans soupçonner la ruse géométrique qui produit cette impression. L'auteur du vol de la Joconde sera identifié 2 ans plus tard. Vincenzo Perugia, un ancien ouvrier du Louvre d'origine italienne, avait décroché le tableau un lundi matin, jour de fermeture, et l'avait dissimulé sous son manteau. Pendant plus de 2 ans, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci avait cohabité avec son ravisseur dans un modeste logement parisien. La restitution du tableau, en 1913, provoque un soulagement immense, mais ne fait qu'amplifier la légende de l'œuvre. Le scandale du vol révèle surtout les conditions déplorables dans lesquelles fonctionne le musée. La sécurité est quasi inexistante, les gardiens peu nombreux, les procédures d'inventaire rudimentaires. Ce choc déclenche une prise de conscience. Après la fin de la Grande Guerre, le Louvre entame une véritable modernisation. Le palais est électrifié, ce qui permet pour la première fois des ouvertures nocturnes. On installe le chauffage central dans les salles, des ascenseurs dans les ailes principales. Les collections sont entièrement réorganisées selon des critères muséographiques modernes. Le musée poussiéreux et vulnérable du début du siècle commence à se muer en une institution capable de protéger et de présenter dignement ses trésors. L'incendie des Tuileries avait ouvert une perspective imprévue sur la ville. Le vol de la Joconde avait ouvert une perspective tout aussi imprévue sur les faiblesses du musée. Dans les 2 cas, la catastrophe avait engendré une transformation que la routine n'aurait jamais produite. Dans un bureau new-yorkais, au début de l'année 1984, l'architecte sino-américain Yeo Min Pei présente à Émile Biasini, haut fonctionnaire chargé du projet du Grand Louvre, une maquette du palais posée sur une grande table. Pei explique les différentes solutions envisagées pour créer une entrée centrale au musée. Puis il glisse la main dans sa poche, en sort une petite pyramide de verre et la pose délicatement au centre de la cour Napoléon. Biasini retient son souffle. Un silence s'installe. Pei lui demande quelle solution il préfère. La réponse est immédiate, celle avec la pyramide. Biasini ajoute après une pause que ce ne sera pas facile. Les 2 hommes se regardent, conscients que cette maquette de quelques centimètres va déclencher l'une des plus violentes polémiques architecturales de la France contemporaine. L'histoire de cette pyramide commence 3 ans plus tôt et plonge ses racines dans un constat accablant. Au début des années 1980, le Louvre est un musée fatigué. Ses visiteurs les plus anciens se souviennent de planchers grinçants, de salles poussiéreuses, d'un silence de couvent où l'art semblait figé et réservé à une élite silencieuse. Le ministère des Finances occupe la totalité de l'aile Richelieu, privant le musée de dizaines de milliers de mètres carrés. La cour Napoléon sert de parking, encombré de voitures de fonctionnaires. Le directeur du musée lui-même
compare l'établissement à une grande demeure où l'on peut donner des réceptions somptueuses, mais où le drame survient dès qu'un convive cherche à se laver les mains. Rien de confortable, rien de pratique, rien d'utilisable pour un musée moderne. En 1981, quelques jours après la nomination d'un nouveau directeur des musées nationaux, le président François Mitterrand le reçoit à l'Élysée et lui lance un encouragement laconique. Le directeur propose alors par note au président ce qu'il appelle l'aventure du Grand Louvre. L'idée tient en une phrase: affecter la totalité du palais au seul musée et faire partir le ministère des Finances. Mitterrand annote la note de sa propre écriture et répond que c'est une bonne idée, mais difficile à réaliser, comme toutes les bonnes idées. Le chantier est lancé. Il durera 12 ans. Le choix de Pei, architecte célèbre pour sa rénovation réussie du musée de Washington, est fait par le président sans concours public, ce qui attise immédiatement les critiques. Lorsque le projet de la pyramide est dévoilé, la tempête éclate. Une partie de l'opposition politique y voit un caprice présidentiel. Les défenseurs du patrimoine dénoncent une agression contre l'harmonie du palais du Second Empire. On compare le futur Louvre à un grand magasin, on parle d'escalier mécanique dans un temple des muses. Certaines caricatures vont jusqu'à évoquer un Disneyland parisien. La bataille est à la fois culturelle et politique, les deux fronts se nourrissant mutuellement. Pour tenter d'apaiser le débat, une simulation grandeur nature est organisée dans la cour Napoléon. Des câbles et des filins sont tendus à l'emplacement et aux dimensions exactes de la future pyramide pendant plusieurs jours. Les Parisiens défilent pour se faire une idée. Jacques Chirac, alors maire de Paris et adversaire politique de Mitterrand, vient voir de ses propres yeux. Il constate que la structure n'écrasera pas le Louvre, que ses proportions respectent le cadre historique. Sa décision de soutenir le projet contribue à retourner une partie de l'opinion. En 1986, la gauche perd les élections législatives. Le nouveau ministre des Finances, Édouard Balladur, refuse de quitter l'aile Richelieu comme prévu. Le chantier prend du retard. Mais en 1988, Mitterrand est réélu et les travaux reprennent à plein régime. La construction de la pyramide exige une précision d'exécution exceptionnelle. La structure se compose de 603 losanges et triangles de verre, de 95 tonnes d'acier et de 105 tonnes d'aluminium. Aucune menuiserie ne doit apparaître à l'extérieur afin de préserver la pureté géométrique des lignes. Haute de 21 mètres, la pyramide couvre une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Sa transparence permet au regard de traverser le verre pour embrasser les façades historiques qui l'entourent. Le 29 mars 1989, François Mitterrand et Jack Lang, ministre de la Culture, inaugurent la pyramide du Louvre. Quelques mois plus tard, en juillet, le président reçoit sous sa verrière les chefs d'État du sommet du G7. Les polémiques se taisent. Le succès populaire est immédiat et spectaculaire. Le 18 novembre 1993, l'aile Richelieu, entièrement rénovée, ouvre ses portes, 2 siècles jour pour jour après la première ouverture du musée au public. Dans les cours Puget et Marly, des sculptures françaises ont remplacé les voitures des fonctionnaires. Au premier étage, là où se trouvait le bureau du ministre, les appartements de Napoléon III ont retrouvé leur splendeur. La petite pyramide de verre sortie d'une poche d'architecte avait survécu à 5 années de tempête politique pour devenir le symbole d'un Louvre transformé. L'objet le plus contesté de l'histoire récente du patrimoine français en était devenu l'emblème le plus reconnaissable. Dans un laboratoire parisien, un fragment de pierre grisâtre est placé sous la lentille d'un microscope électronique. L'échantillon provient du sous-sol du Louvre, extrait par carottage à quelques mètres sous la cour Visconti. Les scientifiques bombardent la surface d'un faisceau d'électrons et augmentent le grossissement jusqu'à plusieurs milliers de fois. Ce qui apparaît à l'écran les déconcerte. Le calcaire lui-même est en état satisfaisant, un bon calcaire parisien, dense et compact. Mais le béton qui l'entoure, celui qui lie les blocs de fondation entre eux, présente une structure poreuse, friable, parcourue de micro-fissures. Les fondations du plus grand musée du monde reposent sur un mortier que le temps a lentement rongé. Cette découverte prend une dimension inquiétante lorsque les ingénieurs mesurent la profondeur des fondations. Pour un édifice de pierre de cette hauteur et de cette masse, on attendrait un ancrage de 3 à 6 mètres dans le sol.
Or, les carottes révèlent que le soubassement ne descend qu'à 1,80 m, parfois 2 mètres à peine, pratiquement la hauteur d'un homme. Le Louvre, ce colosse de 243 000 mètres carrés, repose sur des assises d'une minceur déroutante. Les bâtisseurs de la Renaissance et de l'époque classique considéraient ce risque comme acceptable. Les ingénieurs du XXIe siècle ne partagent pas cette sérénité. Le problème se complique encore par la géologie du site. Le palais est bâti sur la rive droite de la Seine, un terrain composé de sable et de limon, gorgé par les eaux de pluie et les crues du fleuve. Cette humidité permanente affaiblit le vieux béton des fondations et fragilise les structures qui reposent dessus. Des mesures effectuées le long de la Grande Galerie, cette aile de 460 mètres construite sur les berges mêmes du fleuve, ont révélé que certains murs se sont déplacés de plus de 60 cm par rapport à leur position d'origine. Une partie de cette galerie s'était d'ailleurs effondrée au XIXe siècle, à la suite d'un tremblement de terre ressenti dans la capitale. La fragilité du Louvre ne se limite pas à ses parties anciennes. La pyramide de verre, inaugurée il y a plus de 35 ans, constitue par sa conception même un organisme sensible. Sa verrière de 2000 m², soutenue par une résille d'acier inoxydable, fonctionne comme une immense serre. En été, la température sous le verre atteint 60 à 70 degrés. Cette chaleur provoque une dilatation thermique qui modifie quotidiennement les dimensions et la géométrie de la structure. Pour mesurer ces déformations, les scientifiques attendent le milieu de la nuit, lorsque le soleil ne chauffe plus aucune des 4 faces. Un scanner laser, capable de traiter 1 million de points par seconde, numérise alors la pyramide en 3 dimensions. Les relevés montrent que les éléments porteurs se déforment de plusieurs centimètres au cours d'une seule journée. Depuis 1989, la base de la pyramide s'est affaissée de plusieurs millimètres, entraînant l'ensemble de la structure dans un lent mouvement descendant que les ingénieurs surveillent en permanence. Face à ces menaces, le Louvre est devenu un laboratoire technologique à ciel ouvert. Sous la cour Visconti, des foreuses ont creusé des centaines de puits de plusieurs mètres de profondeur pour y injecter du ciment sous haute pression. Ces colonnes souterraines, réparties sous les fondations, consolident le sol meuble et stabilisent les structures historiques au-dessus. La technique, appelée cimentation par jet, n'existait pas lorsque le palais a été bâti. Elle permet aujourd'hui de corriger en profondeur ce que les constructeurs d'autrefois ne pouvaient ni prévoir ni empêcher. Dans les galeries du musée, d'autres technologies veillent sur l'intégrité du bâtiment. La galerie d'Apollon, construite perpendiculairement à la Seine au XVIIe siècle, fait l'objet d'un suivi par photogrammétrie. Une perche télescopique en carbone soulève un appareil photographique à 12 ou 13 mètres de hauteur. Des clichés sont pris tous les 50 cm, puis assemblés en une reconstruction tridimensionnelle d'une précision millimétrique. Ce modèle numérique constitue un double géométrique du palais, un archivage non seulement visuel, mais spatial, que les ingénieurs peuvent explorer tranche par tranche pour détecter la moindre fissure, le moindre déplacement structurel. Sous la pyramide s'étend un univers invisible depuis la surface. Près de 100 000 m² de construction souterraine forment une ville enterrée, bâtie lors des travaux du Grand Louvre dans les années 1980 et 1990. Un tunnel long d'un demi-kilomètre et large de 40 mètres relie chacun des bâtiments historiques du palais. Des réserves, des laboratoires de restauration, des ateliers, des bureaux et même un centre commercial occupent cet espace que le visiteur traversant le hall vitré ne soupçonne pas. La pyramide n'est que la partie émergée d'un ensemble technique dont les 3/4 restent cachés sous la cour Napoléon. Le Louvre n'a jamais cessé d'être un chantier. Depuis la forteresse de Philippe Auguste jusqu'aux colonnes de ciment injectées sous la cour Visconti, chaque époque y a déployé ce qu'elle considérait comme le sommet de son savoir-faire. 8 siècles de transformations audacieuses ont fait de ce lieu un palimpseste de pierre, de métal et de verre, où la muraille médiévale cohabite avec le scanner laser, où le calcaire des carrières parisiennes voisine avec l'acier inoxydable et l'aluminium. Plus de 10 millions de visiteurs franchissent chaque année le seuil de la pyramide sans deviner que le sol sous leurs pieds est un feuilleté de civilisation, ni que le bâtiment qui les accueille respire, se dilate, s'affaisse et se répare en silence autour d'eux. Merci d'avoir suivi ce récit. Je suis Victor Latour. Si cette histoire vous a captivé,
N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations.